Spetsnaz. G, R, U. Le froid te frappe à la base du crâne avant de te frapper ailleurs. C'est la première chose que tu apprends sur l'hiver russe. Pas la température, la façon dont il te trouve. Pas à travers ta veste ou tes bottes. À travers la nuque, là où la peau est fine et où le corps n'a aucune protection. Tu apprends à ne plus le sentir. Ça prend environ 2 ans. Tu es resté immobile dans la lisière des arbres à l'extérieur de Donetsk pendant 4 heures, à attendre un convoi qui devait arriver à 2200. Il est maintenant 013 heures. Tes mains connaissent avant le fusil. Tes mains ont toujours connu le fusil. Pas de structure de commandement unifiée au-dessus de ton niveau d'équipe. Pas de reconnaissance officielle que tu es là. Pas de plan d'extraction si ça tourne mal. Juste la lisière et la route et le convoi qui est maintenant en retard de 90 minutes. Ton partenaire est à 7 mètres à ta gauche. Vous n'avez pas parlé depuis le coucher du soleil. Vous n'en avez pas besoin. Vous avez fait ça ensemble 40 fois à l'entraînement et 11 fois dans des endroits où le gouvernement russe n'a officiellement aucun soldat. Ton frère cadet a rejoint l'armée régulière l'année dernière. Il t'a demandé comment était le Spetsnaz. Tu lui as dit que ça allait. Il a demandé ce que tu faisais vraiment. Tu as dit reconnaissance. Il t'a regardé longtemps, puis a hoché la tête. Il te connaît assez bien pour ne pas demander à nouveau. À 0147, des lumières apparaissent sur la route. Tu comptes les véhicules? 3. Pas 4. Quelque chose a changé. Tu tiens. Ton partenaire tient. Le véhicule de tête s'arrête à 40 mètres de la position. Une portière s'ouvre. Un homme descend. Il marche vers la lisière des arbres avec une lampe de poche. Il s'arrête à 3 mètres de ton partenaire. Il regarde son téléphone. Il ne vous cherche pas. Il ne sait pas que vous existez. Il termine ce pourquoi il est venu. Il remonte dans le véhicule. Le convoi avance. Tu n'expires pas pendant encore 30 secondes. La mission se termine en 8 minutes. À l'aube, tu es à 60 kilomètres de là, et le ministère russe de la Défense n'a aucune trace que tu aies jamais été là. Le Spetsnaz GRU a été construit pour des guerres qui n'étaient jamais censées être des guerres. Il n'a jamais manqué de travail. Groupe Alpha, tu es la dernière ligne. Ce n'est pas une expression. C'est la seule chose qui se dresse entre 14 personnes dans un immeuble d'appartement à Moscou et le fait que personne ne vient négocier. 3 hommes armés, des enfants parmi les otages. L'appel est venu à 0300. Tu avais 11 minutes pour le briefing et 4 pour exécuter. Alpha conduit des actions directes de sauvetage d'otages dans un pays où les situations avec des otages ont tendance à se terminer d'une seule façon, quelle que soit la négociation. Tu as grandi à Krasnodar. Ton père était policier. Tu l'as regardé rentrer de Beslan en 2004. Tu avais 9 ans. Tu ne comprenais pas tout ce que tu voyais sur son visage quand il entrait par la porte. Tu le comprends maintenant. Il ne veulent pas des hommes qui veulent être des héros. Ils veulent des hommes qui peuvent s'asseoir dans une cage d'escalier pendant 6 heures, à attendre un ordre et ensuite exécuter en 4 secondes, sans hésitation et sans que l'adrénaline ne compromette la gâchette. Tu es cet homme. Tu as une fille. Elle a 6 ans. Elle dessine des chevaux. La semaine dernière, elle t'a dessiné en uniforme et tu lui as demandé ce que tu faisais dans le dessin. Et elle a dit protéger les gens. Tu ne l'as pas corrigé. Tu enfonces la porte au signal. La pièce se libère. 2 des 3 preneurs d'otages sont à terre avant de comprendre ce qui est entré dans la pièce. Le troisième lève son arme vers un enfant dans le coin. Il ne finit pas le mouvement. Tous les otages sortent. 14 personnes. Tu déposes ton rapport à 0530. Tu conduis chez toi dans la lumière du petit matin. Ta fille dort encore, tu fais du café, tu t'assieds à la table de cuisine et tu écoutes l'immeuble se réveiller autour de toi. Porte, bruit de pas, la radio de quelqu'un. À 7h15, elle descend les escaliers en pyjama et demande si tu viens juste de rentrer. Tu dis oui. Elle demande si tu es fatigué. Tu dis un peu. Elle grimpe sur tes genoux et se rendort. Tu ne bouges pas. Le groupe Alpha a été créé parce que quelqu'un devait l'être. Le coup d'être prêt, c'est qu'on est toujours prêt. Vimpel. Personne en dehors d'une très petite salle ne sait ce que fait Vimpel. Ce n'est pas un accident. Si Alpha est l'unité qu'on appelle pour une situation d'otage, un Vimpel est l'unité qu'on appelle quand la situation d'otage ne peut pas exister officiellement. Tu protèges des installations nucléaires, des installations stratégiques. Les opérations qui, si elles échouaient, n'apparaîtraient sur aucune chaîne d'information parce que le gouvernement russe ne confirmerait jamais qu'elles ont eu lieu. Ta formation comprend 2 années supplémentaires, au-delà d'Alpha, dans des domaines qui n'ont pas d'équivalent civil.
langue, identité de couverture. La capacité de devenir complètement quelqu'un d'autre et de maintenir cette identité sous interrogatoire pendant 72 heures. Tu as fait ça une fois sous un véritable interrogatoire par un service de renseignement étranger qui croyait complètement à ta couverture et t'a relâché après 40 heures. Tu n'as jamais craqué. Tu n'as jamais envisagé de craquer. Ta femme t'a demandé une fois ce qui se passerait si tu étais capturé lors d'une vraie opération. Tu lui as dit que c'était une question théorique. Elle a dit qu'elle le savait. Elle a quand même demandé. Tu n'as pas répondu. Elle n'a plus jamais demandé. Ce soir, tu es à une installation nucléaire à l'extérieur de Tcheliabinsk. Ton équipe de 6 est ici depuis 4 jours infiltrée comme agent d'entretien. Tu connais chaque couloir, chaque rotation de garde, chaque angle de caméra. Quand la menace se matérialise à 2h30, ils sont deux, armés, et sont dans l'installation depuis 6 heures avant que ton équipe les localise. 4 minutes de travail. Le directeur de l'installation se fera dire qu'il y a eu une panne d'équipement. L'équipement est en bon état. Tu n'étais jamais là. Vimpel opère dans l'espace entre ce qu'un pays admet faire et ce qu'il fait réellement. Cet espace est plus grand que la plupart des gens l'imaginent. S, S, O. Tu es la réponse de la Russie à une question qui a mis 50 ans à être posée. Action directe au plus haut niveau. Raid de précision. Les opérations qui ne peuvent pas être menées par des forces conventionnelles, parce que les forces conventionnelles laissent des empreintes. Tu ne laisses pas d'empreintes. Ton unité puise parmi les meilleurs de chaque branche des opérations spéciales de l'armée russe. Le processus de sélection ne fait pas de publicité. Tu as été approché par un colonel qui avait observé tes performances lors de 3 déploiements et a dit 4 mots. Tu es intéressé? Ah, tu as dit oui avant qu'il finisse la phrase. Ton père a passé 22 ans dans l'armée soviétique. Il est mort sans jamais avoir vu le combat. Il avait l'habitude de dire que c'était le meilleur résultat possible pour un soldat. Tu n'étais pas d'accord quand tu étais jeune. Tu en es moins certain maintenant. Tu as vu plus de combats en 4 ans qu'il n'en a vu en 2 décennies. Ce soir, la mission est une cible de haute valeur en Syrie. Un facilitateur d'armes qui déplace des missiles solaires vers des groupes canards qui les ont déjà utilisés contre des avions russes. 2 bâtiments. 12 minutes. Aucun civil ne doit être blessé. Le briefing est précis. Tu as répété ça 2 fois aujourd'hui dans une disposition simulée construite à partir d'images satellitaires. La porte s'ouvre à 0215. La cible est localisée à 0218. Oh, il y a un enfant dans la pièce. Personne n'a mentionné un enfant. Elle a peut-être 4 ans et elle est assise par terre à côté de la cible et te regarde avec l'absence totale de peur que les enfants ont avant de comprendre à quoi sert la peur. 3 secondes. Tu prends la décision. Tu la déplaces dans le coin, tu termines la mission. À 0227, l'équipe est de retour dans le véhicule. Le facilitateur ne déplacera plus aucun missile. D'ici le matin, les médias d'État russes ne rapporteront rien. Tu pensais à l'enfant pendant longtemps sur le chemin du retour. Tu ne la mentionnes pas dans le débriefing. Certaines choses t'appartiennent à toi seul. La SSO a été construite pour donner à la Russie la capacité qu'elle a regardé d'autres développer pendant un demi-siècle. Les hommes qui en font partie apprennent encore ce que ça coûte. SOBR. Tu es ce qui se passe quand l'État décide que la patience est terminée. Tu passes par la porte quand la situation a dépassé la négociation et est entré dans l'espace où le crime organisé rencontre la violence politique. Pas de place pour l'hésitation. Pas de place pour la partie de toi-même qui se demande s'il y avait une autre façon. Tu étais policier à Saint-Pétersbourg pendant 6 ans. Tu étais bon. Ton commandant d'unité a présenté ton nom pour la sélection en 2018. L'entraînement a éliminé 7 hommes dans ta cohorte avant que le premier mois ne se termine. Des hommes forts. Des hommes rapides. Des hommes qui ne pouvaient tout simplement pas maintenir le niveau de violence soutenu que le programme exige sans perdre la partie d'eux-mêmes qui sait quand s'arrêter. Cette partie est la plus difficile à entraîner. Savoir quand s'arrêter. Ta femme te demande parfois ce que tu fais lors des opérations. Tu lui dis application de la loi. Elle sait que c'est plus que ça. Elle a appris à ne pas demander davantage. Elle le voit dans la façon dont tu t'assieds dans les restaurants, avec le dos au mur. Dans la façon dont tu évalues chaque pièce où tu entres en 4 secondes. Elle ne dit rien. Elle t'observe juste. Tu la regardes t'observer depuis 3 ans et tu ne sais toujours pas ce qu'elle voit. Ce soir, l'opération est un réseau criminel à Ekaterinbourg. 17 cibles sur 4 emplacements simultanés. Ton équipe prend l'emplacement 3. Un entrepôt en bordure du quartier industriel, 6 hommes à l'intérieur. La porte cède à 0400. La pièce est libérée en moins de 90 secondes. 3 hommes sont en garde à vue. 2 ont fui.
Un a tendu la main vers quelque chose qui n'était pas un téléphone. Ton rapport dit qu'il a présenté une menace. C'était le cas. Tu rentres chez toi à 7 heures. Ta femme prépare le petit déjeuner. Elle ne demande pas. Tu n'expliques pas. Tu t'assieds et tu manges. Le SOBR existe parce que certains problèmes ne se résolvent pas d'eux-mêmes. Il les résout. Zaslon. Tu n'existes dans aucune base de données. Pas dans celle du FSB, pas dans celle du SVR, pas dans celle du JRU. Tu es l'unité que le SVR ne reconnaît pas. C'est pourquoi tu es assis dans un café à Beyrouth en train de lire un journal et d'observer un homme à 3 tables de là qui vend des renseignements à une agence occidentale depuis 14 mois. Tu es là depuis 7 semaines. Ta couverture est un consultant en commerce libano-russe. Ton appartement est à Amra. Tu parles arabe avec un accent libanais, russe sans aucun accent, et français assez bien pour être confondu avec quelqu'un qui a grandi à Lyon. Tu as vécu sous 6 identités de couverture au cours des 7 dernières années. Chacune devient réelle après environ 3 semaines. Le problème, c'est que, quand tu retournes à ton vrai nom, ça prend de plus en plus de temps. Tu passes par le même parcours de formation que les officiers du renseignement du SVR, puis 2 années supplémentaires dans des opérations paramilitaires que le SVR requiert dans des pays où il ne peut pas compter sur les services de sécurité du pays hôte. Tu n'es pas un espion. Tu es la personne que l'espion appelle quand la situation dépasse la collecte de renseignements et passe à autre chose. L'autre chose a un nom au sein du SVR. Tu n'utilises pas ce nom en dehors des installations sécurisées. L'homme à 3 tables de là finit son café. Il paie. Il se lève. Il marche vers la porte. Tu ne le suis pas. Tu sais déjà où il va. Tu sais déjà ce qui se passe ensuite. Tu plies ton journal. Tu laisses la monnaie exacte. Tu marches dans la direction opposée. Demain, il n'apparaîtra pas pour son contact prévu avec l'agence occidentale. L'agence attendra 48 heures avant d'admettre que quelque chose ne va pas. D'ici là, tu seras dans une ville différente, avec un nom différent et une histoire différente, qui commence déjà à sembler vraie. Zaslon opère dans l'ombre d'une organisation qui opère déjà dans les ombres. Ce n'est pas une coïncidence. C'est l'architecture. Spetsnaz naval. L'eau est à 4 degrés et tu y es depuis 51 minutes. Ce n'est pas l'eau la plus froide dans laquelle tu t'es entraîné. Tu fais le travail qui ne peut pas être fait depuis la surface et qui ne peut pas être fait par quelqu'un qui n'a pas passé des années à faire la paix avec le noir et le froid et le silence à 40 mètres de profondeur. Tu as grandi à Vladivostok. Ton grand-père était sous-marinier. Il t'a dit une fois que la mer se moque de qui tu es. Tu avais 12 ans. Il est mort l'hiver suivant. Tu t'es engagé dans l'infanterie navale à 18 ans avec cette phrase déjà dans la tête. Tu y as pensé dans chaque étendue d'eau depuis. La sélection dure 2 ans. Ce qui reste à la fin est un petit nombre d'hommes qui ont véritablement cessé d'avoir peur de l'eau. Pas à l'aise. Pas en paix. Simplement plus effrayés. Il y a une différence. Ce soir, la mission est la coque d'un navire dans le port de Sébastopol. Un actif de renseignement étranger. Le recycleur sur ton dos ne fait pas de bulle. Rien ne remonte à la surface. Rien ne te trahit. Tu remontes à 2 mètres de la coque. Le métal est froid à travers tes gants. Tu travailles sans réfléchir. Tes mains ont fait ça à l'entraînement tellement de fois que l'obscurité est sans importance. Le froid est sans importance. Il n'y a que la surface et l'outil et la séquence de mouvements que tu as effectués 400 fois. Le dispositif se fixe en 4 minutes. Tu plonges. Tu te déplaces le long du cap que tu as mémorisé. Tu remontes à 200 mètres du quai. Tu attends. Tu écoutes. Puis tu te déplaces. Le navire développera un problème dans environ 72 heures. Ce ne sera pas un problème suspect. Ce sera le genre de problème que développent les navires vieillissants. Personne ne te cherchera parce que personne ne sait que tu étais là. Ton grand-père aurait compris ça.